Bonjour, bienvenue à Mediapart dans notre collection Un monde à vif, la collection qui traite des grands enjeux internationaux. On va parler de l'Inde cette fois-ci, puisque le Premier ministre sortant, Narendra Modi, a remporté la majorité absolue à l'Assemblée du peuple, la chambre basse du Parlement indien. On va en parler avec Christophe Jaffrelot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes membre du CERI à Sciences Po, vous êtes spécialiste de l'Asie du Sud et de l'Inde en particulier. On signale votre ouvrage, L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique. Et je vous interroge aujourd'hui avec mon collègue Romaric Gaudin, que les téléspectateurs et trices de Mediapart connaissent bien. La thèse que vous défendez dans ce livre, c'est que Modi fait peu à peu entrer la démocratie indienne dans un nouvel âge, le troisième âge, dites-vous, qui est l'âge de la démocratie ethnique, et au moyen d'une stratégie qui est la stratégie nationale populiste. Alors on va prendre le temps de revenir sur ces termes et sur cette thèse globale, mais pour introduire à notre discussion une question qui va être volontairement naïve. Comment ça se fait que dans un pays où on a de telles inégalités, où on a vu surtout des mobilisations de masse, notamment de la paysannerie, contestation contre le pouvoir, un pays dont la conjoncture économique visiblement est en train de se retourner, comment se fait-il que Modi et son parti, le BJP, parviennent, alors qu'ils sont sortants, à nouveau à avoir une majorité absolue? Eh bien parce que cet homme a réussi à se réinventer à l'occasion de cette campagne électorale. Il n'a pas fait du tout campagne sur les mêmes thèmes qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, justement, ses thèmes de prédilection, c'était le développement économique, c'était la création d'emplois. Il en promettait 20 millions par an. Rien de tout cela n'est arrivé, bien sûr, mais il a réussi à, en quelque sorte, détourner l'attention de ce bilan assez mitigé en se réinventant sous un autre jour, celui du protecteur de la nation, menacé par l'islamisme, menacé par le Pakistan, et dans un contexte qui était évidemment très favorable, puisque les frappes, les attentats de février dernier, qui ont fait 41 morts parmi les soldats indiens au Cachemire, ont été suivis pour la première fois depuis la guerre de 1971 de frappes aériennes indiennes que Modi a décidé avec une audace absolument remarquable, remarquée en tout cas, et il est apparu du coup comme un héros guerrier qui protégeait la nation contre ces menaces. Et il a réussi d'ailleurs aussi à utiliser l'armée, ce qui est très exceptionnel. L'armée est en retrait du jeu politique depuis toujours en Inde. Et là, on a vu des militaires sur les affiches électorales aux côtés de Modi. Bref, ça a été le répertoire sécuritaire habituel. Dans d'autres pays, on l'a vu, Netanyahou a fait une campagne exactement sur ces lignes-là pour gagner lui aussi au même moment ou presque. C'est habituel ailleurs. Là, c'était une première et ça a marché. Et maintenant, évidemment, on voit les problèmes économiques et sociaux revenir, mais il y a eu une parenthèse de plusieurs mois, en fait, au cours de laquelle il a pu marteler son discours. Alors, Modi apparaît comme l'incarnation ou le défenseur du nationalisme hindou. Vous décrivez dans ce livre que j'ai cité tout à l'heure cette idéologie, sa genèse, son développement. Vous dites quelque chose d'important, c'est que il n'y a pas que la religion qui est la composante de cette identité hindoue, cette identité exclusive, qui offre une vision fermée, organiciste, comme on dit en langage savant, de la nation. Alors, outre la religion, qu'est-ce qu'il y a? La langue, qui concerne moins de monde quand même en Inde? Tout à fait. En fait, vous retrouvez dans ce nationalisme hindou ce qu'on peut trouver du côté du sionisme, par exemple, la définition d'un peuple qui va avoir des caractéristiques linguistiques, religieuses, culturelles, une identité qui, en plus de cela, est complétée par un territoire. Pour le nationalisme hindou, ces 4 critères sont absolument fondateurs. Bien sûr, la religion, mais à la limite, ils n'en parlent pas en premier. Et ils ne sont pas particulièrement religieux. Certains d'entre eux ne vont pas au temple. Ils pratiquent peu, quoi. Pratiquent assez peu. Par contre, ils se voient comme les descendants d'un peuple
qui a toujours habité ce territoire, sous l'arc himalayen, isolé du reste du monde par des montagnes qui sont les plus hautes du monde, justement, et puis évidemment les océans, que les hautes castes n'avaient pas vocation à franchir, car quitter le territoire sacré de l'Inde pour aller à l'étranger par la mer, c'était la recette absolue pour l'impureté radicale qu'ils cherchaient à éviter. Donc ils ont vécu, c'est vrai, dans ce territoire pendant des centaines, voire des milliers d'années, une langue, troisièmement, descendant du sanskrit, le hindi, qui est la langue qu'ils veulent promouvoir et dans laquelle ils se reconnaissent. Et puis alors, une culture qui va emprunter à toutes sortes de répertoires culinaires, musical, mais qui au moins se définit par défaut, par rejet des influences extérieures et notamment musulmanes. Avec ces 4 critères, vous avez ce qui fait le nationalisme hindou par rapport aux autres, en réaction aux autres, et où la religion n'est qu'une des composantes. Ouais. C'est un élément intéressant de voir dans cette élection que ces 4 critères que vous décrivez, il y a quand même des régions en Inde qui résistent, ou en tout cas qui ne peuvent ne pas se reconnaître en tout cas dans ces critères-là. C'est le sud dravidien de l'Inde, et puis le nord-est, ces territoires du nord-est. Et là, qu'est-ce que vous avez pu constater avec les élections finalement? Est-ce que Modi a réussi à faire passer cette culture politique du nationalisme hindou dans ces territoires qui étaient assez opposés à cette idée? Dans certaines zones, oui. Il y a une progression géographique de la présence de hindou qui est assez spectaculaire, dans le nord-est justement. Dans le nord-est qui est fait en fait de 7 États. Il y a l'Assam, qui est le long du Brahmapoutre, la rivière, le fleuve majeur du nord-est, et puis une guirlande de petits États frontaliers de la Chine. Là, le BJP a remporté pratiquement le Grand Chelem. Et c'est totalement nouveau, c'est une première. Par contre, que sur le plan ethnique, c'est plutôt des Birmans, enfin des gens qui sont proches des Birmans. Ou... Tout à fait. Et donc là, à nouveau, ce n'est pas sur du religieux, ce n'est pas même sur du culturel, c'est sur la peur de l'islam, parce que cette zone est travaillée par des migrations qui viennent du Bangladesh pour la plupart. Et le BJP a réussi à conquérir les électeurs de ces zones en disant « si vous nous élisez, nous ferons en sorte de déporter, d'abord d'enregistrer les migrants illégaux et puis de les déporter. » Et on a créé des camps, on a ouvert des camps, on a 4 millions de personnes qui sont pour l'instant sans nationalité indienne garantie en quelque sorte. Et ça, les majorités locales, les fils du sol, qui se sentaient envahis par les migrants, eh bien, ils ont acheté. La zone qui n'a pas du tout basculé, c'est le sud. Et le sud dravidien, principalement le Tamil Nadu et le Kerala, a voté contre le BJP. Ils n'ont qu'un siège dans ces 2 États. D'autres États résistent, l'Andhra Pradesh, le Telangana, voire le Karnataka, des États du Sud dravidiens, où on peut voter Modi pour le rôle de Premier ministre, pour défendre la nation face à ces menaces, mais on ne votera pas BJP pour gouverner l'État. Le BJP ne gouverne aucun des 5 États dravidiens. Et ça, c'est le signe Ça s'est vu lors de ces élections, puisqu'il y avait aussi des élections régionales qui ont été perdues par le BJP. Tout à fait. En Andhra Pradesh, le BJP a fait chou blanc. Encore une fois, les électeurs locaux ont voté pour lui, pour Modi comme Premier ministre, mais ont voté pour un parti régional, dirigé par un chrétien d'ailleurs. C'est un chrétien qui est maintenant chef du gouvernement de l'Andhra Pradesh. Vous parliez tout à l'heure de la menace, et c'est bien expliqué dans le livre aussi, Modi joue sur la stratégie de la peur. Pour conclure sur l'identité de ce nationalisme hindou, puisqu'il existe diverses sortes de nationalisme qui sont plus ou moins inclusifs, excluants, comment le nationalisme hindou, en tout cas celui qui est porté par Modi et son parti, comment est-ce que vous le définissez? Est-ce que si on prend une échelle occidentale, est-ce qu'on peut le placer à l'extrême droite ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça?
Non, on peut. Et d'ailleurs, rappelez-vous, hein, dans son débat avec Macron, Marine Le Pen s'était réclamée de cette amitié avec Modi. Et ça n'est pas étonnant. Il y a des affinités très fortes. On est face à un nationalisme ethnique, alors qu'on peut appeler ethno-religieux, mais encore une fois, le religieux n'est pas si important que ça au final. Et donc, on est sur quelque chose d'assez banal en un sens. Hein. Une nation se définit par des marqueurs d'identité, on peut dire primaires, hein, qui sont le sang qui coule dans nos veines, la culture qu'on a héritée de nos parents, le territoire où nous sommes enracinés, et les apports extérieurs sont vus comme des pièces rapportées. Les minorités musulmanes en Inde, 15% de la population chrétienne, 2%, sont perçues comme des pièces rapportées, qui peuvent certainement rester musulmanes ou chrétiennes dans la sphère privée, mais quand elles sont dans la sphère publique, elles doivent prêter allégeance à l'identité nationale qui est en fait résumée par la culture hindoue. On est sur des territoires très balisés, parce que face à ça, le Congrès, héritier de Gandhi et de Nehru, lui le représente... principal parti d'opposition, hein, Exactement. qui est fondateur de l'État indien en tout cas. Voilà, et lui a une définition, on peut dire, inclusive de la nation, disant tous ceux qui vivent dans les frontières de l'Inde, quelle que soit leur religion, leur culture, leur langue, sont indiens. Alors ça c'est la vision de la nation. Ensuite, il y a les éléments stratégiques, le répertoire d'action des dirigeants. Ce que vous venez de dire sur la stratégie de la peur, vous avez employé l'adjectif banal. Sur la stratégie de la peur, vous décrivez aussi la façon dont il utilise les médias numériques. Est-ce que c'est des répertoires d'action qui, pour le coup, peuvent être retrouvés ailleurs qu'en Inde, et en ce sens-là, ce ne sera pas spécifique à l'Inde, ce qui se passe avec Modi. On peut en donner d'autres exemples de leaders autoritaires qui emploient les mêmes types de stratégies. Bien sûr, parce que pour le populiste, les médias sociaux, c'est du pain béni. Le populiste a pour ambition principale d'être en relation directe avec le peuple, justement, pour l'incarner d'autant plus. Hein. Donc, les institutions qui peuvent faire écran, les partis, les parlements, les syndicats, toutes les organisations qui peuvent être autant d'obstacles à cette relation, eh bien on cherche à les court-circuiter. WhatsApp, en Inde, c'est ce que tweet est à Trump, en un sens. Hein. C'est par là qu'on fait une campagne électorale. Le nombre de WhatsApp groups, les groupes WhatsApp qui ont été constitués, on les compte par dizaines de milliers dans la mouvance du BJP et de Modi. On les a même construits pour les vendre. Il y a une bourse aux WhatsApp groups dans une campagne électorale indienne. C'est par là que ça passe. Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs. Hein. Au point qu'on se demande parfois s'il n'y a pas des compagnies de marketing politique qui vendent les mêmes recettes à différents leaders. Mais de cela, nous n'aurons, à mon avis, jamais la preuve, car c'est un secret bien gardé. Ouais, WhatsApp, on en avait parlé aussi beaucoup au Brésil au moment de l'élection. Tout à fait. Bolsonaro est un expert. Voilà, Romaric. Si on revient un petit peu quand même sur l'échec de l'opposition que représentent ces élections, comment vous analysez justement l'échec du Congrès qui avait... non pas un boulevard, mais quand même des thèmes sur lesquels il pouvait s'appuyer, hein, l'emploi. Il avait développé cette idée où sont les emplois promis par Narendra Modi, la crise paysanne, la démonétisation des billets qui s'était quand même relativement in fine mal passé. Ça, faut expliquer peut-être, ceux qui nous regardent, qui connaissent pas, c'est que des billets. Oui, les billets les plus utilisés, hein, c'est ça. 500 roupies et 1000 roupies, voilà. Soit 85% de la masse monétaire ont été retirés de la circulation en novembre 2016, du jour au lendemain. Voilà. Et donc évidemment, ça a privé notamment les plus fragiles, les plus faibles, hein, de moyens monétaires directs. Comment vous expliquez justement que ce congrès n'a pas su finalement profiter de ces possibilités? Alors, je dirais qu'il a essayé, et on peut lui rendre hommage sur un point. Le congrès avait un programme, cette fois-ci, bien pensé, avec des politiques publiques, certaines d'entre elles d'ailleurs conçues avec l'aide d'économistes internationaux, dont Piketty. Un revenu universel notamment. Exactement. Non, il y avait un programme. Et il y avait un programme dans lequel on parlait même d'environnement, ce qui est en Inde absolument exceptionnel. On parlait même de réforme des lois liberticides, car Dieu sait si la répression au Cachemire s'appuie sur une législation liberticide. Le Congrès avait un programme courageux, complet,
qu'il n'a jamais réussi à faire valoir ni à faire entendre. Et pour cela, je dirais, il y a deux explications à cela. La première, les médias sociaux, mais médias mainstream tout autant, n'ont pas voulu faire le moindre écho à ce programme. Et ont blacklisté littéralement Rahul Gandhi, qui était le leader du Congrès, celui qui portait ce programme. Ce qui s'explique par le fait que la plupart des journaux, des chaînes de télévision appartiennent à des groupes privés, ayant d'autres activités que l'information, et ayant du coup besoin de l'autorisation du pouvoir pour investir, pour diversifier leur production, pour tout ce qu'il faut imaginer en Inde. Ça, c'est un énorme problème. On est face à une scène médiatique qui est devenue monocolore. Et deuxièmement, en fait, il y aura même une troisième explication, mais la deuxième est très importante, l'argent a coulé à flot à un niveau inimaginable. On vient d'avoir des chiffres là, comme toujours, il faut attendre la fin des remises de recettes et de dépenses pour savoir combien a été dépensé. On évalue à 7 milliards de dollars l'argent qui a été dépensé dans cette élection. 95% de cet argent de la part du BJP lui-même. C'est les élections les plus chères du monde, qui ont servi à quoi ? Qui ont servi notamment à payer tous ces trolls, ceux qui sont derrière les pupitres, à inonder la population de leurs messages via les réseaux sociaux, mais qui a servi aussi, de manière sonnante et trébuchante, à payer les électeurs. La veille, l'avant-veille, on va distribuer l'alcool, les saris, tout ce que vous pouvez imaginer dans les bidonvilles, et ça peut suffire, ça peut marcher. Il n'y a pas de financement public en Inde de la vie politique. La loi a changé, Narendra Modi a changé la loi. Maintenant, vous pouvez, de manière anonyme, donner autant que vous voulez en achetant des bons électoraux. C'est, en un sens, à l'américaine. Donc, aucune législation, vous avez raison de le souligner, côté financement de la campagne, aucune législation côté accès aux médias. 80% du prime time, c'est Modi. On le sait maintenant aussi parce qu'on a pu compiler les chiffres. Vous évoquez une troisième. Et alors, la troisième raison, et c'est tout à fait préoccupant, c'est que la commission électorale qui est chargée d'organiser le scrutin, mais de A à Z, c'est une des commissions qui avait la meilleure réputation au monde parce que c'est elle qui enregistre les électeurs et c'est elle qui déploie les forces autour des bureaux de vote pour qu'il n'y ait pas de violence autour des urnes. Bref, c'était la grande prêtresse de cette cérémonie qui est la grande élection, la plus grande élection du monde tous les 5 ans. Qui brasse des centaines de millions d'électeurs, faut le rappeler. 900 millions étaient appelés aux urnes, 67% d'entre eux ont voté, vous imaginez. Bon. Eh bien, cette fois-ci, elle a été discréditée par une incapacité à faire valoir le code de conduite morale, c'est le mot Moral Code of Conduct, qu'elle avait édicté. On a laissé le BJP et Modi lui-même parler justement de guerre, de nucléaire, d'armée. On a laissé l'armée rentrer dans le jeu en dépit de ce que la Cour suprême elle-même a fini par dire. La Cour suprême, la dernière institution qui résiste aujourd'hui, a rappelé la commission électorale à l'ordre lui disant « mais faites votre travail, vérifiez qu'on ne passe pas les lignes rouges de manière répétée ». Autre exemple, l'assassin du Mahatma Gandhi, Nathuram Godse, qui est un des héros du nationalisme hindou, a été présenté comme un patriote. On a franchi une ligne rouge de plus cette fois-ci. Et, comme on dit en anglais, they get away with it, en toute impunité. On va peut-être passer dans cet entretien à plutôt l'avenir et donc tous les enjeux politiques, économiques, écologiques qui vont se poser pour le nouveau mandat Modi. Politique d'abord, vous évoquez une démocratie ethnique dans votre livre, qui serait donc le nouvel âge de la démocratie indienne. Une double question. Premièrement, est-ce que, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez définir ce que c'est une démocratie ethnique, que c'est inspiré du cas israélien. Et deuxièmement, dans le même temps, est-ce que c'est pas un terme qui euphémise un peu trop les choses ? On a beaucoup critiqué à Mediapart le terme de démocratie illibérale quand on l'applique aux régimes d'Europe de l'Est qui en réalité sont sur des pentes autoritaires. Donc est-ce que c'est pas aussi un terme qui euphémise les pratiques autoritaires et violentes de ce pouvoir ?
Alors, d'abord la définition, pour effectivement savoir de quoi on parle. Et comme vous le dites, c'est un terme, une formule qui nous vient d'Israël. C'est Sami Smoua, un politiste israélien qui, pour définir, pour décrire le régime politique d'Israël, utilise cette notion de démocratie ethnique. Disant, oui, il y a de la démocratie, on vote, il y a une presse encore critique, une justice encore indépendante, et d'ailleurs on le voit ces temps-ci. Donc il y a des piliers de démocratie qui sont en place, mais certains ont plus de droits que d'autres, comme dirait Orwell, qui n'a jamais été autant d'actualité, et les minorités ont objectivement moins de droits que la majorité. Alors dans le cas d'Israël, c'est même explicite, puisque Israël est l'État des Juifs. Donc, les Arabes israéliens ont moins de droits que les... Par définition. Dans le cas indien, on n'a pas changé la constitution, on est toujours soi-disant séculariste, et tous les citoyens sont censés être égaux. Mais en pratique, on voit une inégalité se créer. Alors, d'abord en termes de présence dans les institutions. Les musulmans sont maintenant écartés de pratiquement tous les lieux de pouvoir, qu'il s'agisse de la police, de l'armée, de la justice, maintenant du Parlement. Dans l'Assemblée qui vient d'être élue, on a moins de 5% de musulmans députés, quand ils sont 15%. Et encore, c'est notamment grâce au Cachemire où on ne peut pas ne pas élire des musulmans puisque la majorité est musulmane. Écartés des lieux de pouvoir et puis victimes de discrimination. De discriminations qui peuvent être, et là je comprends pourquoi vous dites que c'est un euphémisme, parce que ces discriminations peuvent être d'une violence terrible. Ça peut aller de l'impossibilité de faire un mariage mixte, de l'impossibilité d'habiter un quartier mixte, puisqu'il y a des groupes paramilitaires, on peut dire des formes de milices, qui veillent à ce qu'on ne fasse pas des achats immobiliers intempestifs, pour à nouveau faire un euphémisme. Et puis ça peut aller beaucoup plus loin. Et ce qu'on a vu pendant ces 5 années, c'est des lynchages de musulmans accusés de transporter des bovins, accusés de les amener à l'abattoir, alors que parfois c'était des éleveurs qui simplement ramenaient leurs bêtes à la ferme. À nouveau, ce sont des milices, des polices privées, des armées privées. En Inde, on parle de vigilantisme. Le vigilantisme est un mot qui passe mal en français. Mais c'est ça l'idée, c'est faire la justice soi-même. Et faire la justice au nom d'une morale qui est légitime, mais qui vous place dans l'illégalité. Qui contrevient à l'état de droit. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la campagne, après les événements du Cachemire, il y a eu des violences contre les Cachemiris présents dans le reste de l'Inde qui ont été assez... Étudiants, marchands de fruits, qui ont dû repartir au Cachemire pour fuir les persécutions. Un mot sur l'économie. Vous avez évoqué justement, en parlant des médias, le pouvoir économique de Narendra Modi aujourd'hui. Finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pays, dans d'autres démocraties autoritaires du monde, en Turquie, en Russie, au Brésil maintenant. Ouais. Narendra Modi, il y a 5 ans, se présentait un peu comme le Reagan indien, d'une certaine façon. Est-ce que ça, c'est un projet qui est complètement oublié aujourd'hui? Ou est-ce qu'à côté de cette démocratie ethnique, il y a toujours ce projet néolibéral qui est présent et qui va dans le sens de la défense du capital indien. C'est pas forcément d'ailleurs contradictoire, de la défense du capital indien et la défense évidemment du capital qui est proche de Narendra Modi contre le capital étranger, le capital qui n'en est pas proche. Alors je pense que ce n'est pas un libéral au plan économique, Modi, et que on a cru, et certains ont même voulu croire qu'il allait réformer l'économie dans un sens libéral, et il n'en a rien été. Il n'en a rien été parce que il dépend de grands chefs d'entreprise, notamment pour financer les campagnes électorales, et du coup libéraliser, ça veut dire plus de concurrence, notamment plus de concurrence étrangère, et ça, les Mukesh Ambani, les Gautam Adani, les grands capitalistes indiens, ils n'en veulent pas. Et on a vu du protectionnisme avant l'heure en Inde ces derniers temps. C'est une d'ailleurs des raisons pour lesquelles Donald Trump est si en colère et est en train de mener des mesures de représailles en fait vis-à-vis de l'économie indienne. Donc il n'est pas libéral, il n'est pas market friendly, il est business friendly, ce qui est pas tout à fait la même chose. Maintenant, il est certain que la crise économique actuelle va nécessiter des réformes.
Et il n'est pas impossible que ce que il n'a pas voulu mettre en œuvre pendant les 5 dernières années, il soit obligé de les mettre en œuvre pendant les 5 prochaines années, justement pour donner des gages de confiance aux investisseurs étrangers, aux Américains notamment, qui pour l'instant n'ont pas été n'ont pas fait preuve de beaucoup d'appétit pour les investissements en Inde. C'est une des possibilités, c'est une des questions qui se posent. Ce qui est certain, c'est que la crise économique actuelle va nécessiter des mesures fortes. Et on n'en est qu'au début, parce qu'on n'a pas pris la mesure de cette crise d'une ampleur quand même assez extraordinaire. La particularité de l'Inde, c'est qu'elle dépend des capitaux étrangers. Et les mesures de rétorsion que envisagent aujourd'hui les États-Unis, sachant que l'Inde et la Chine ne sont pas les meilleurs amis du monde non plus, ça place l'Inde finalement dans une position qui est extrêmement fragile dans le concert économique mondial. Oui, elle a joué la carte du non-alignement sans le dire. Elle a continué à jouer cette carte. Elle a voulu se rapprocher des États-Unis. Elle se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'elle pensait et que voter Trump ne suffit pas à s'en faire un ami. Donc c'est vrai que l'Inde va quand même avoir un problème d'isolement international, le mot est trop fort, mais l'équidistance à distance avec de nombreux partenaires ne fait pas justement de ses partenaires des proches très, très convaincus. Il n'est pas impossible que pour finir, et paradoxalement, ce soit la Chine qui investisse en Inde plus que quiconque. Et ce serait paradoxal mais logique, parce que les coûts de manœuvre augmentent en Chine et on cherche à la relocaliser. C'est un des endroits, l'Inde, où il y a une main-d'œuvre bon marché abondante. Et puis pour la Chine, réussir à mettre un pied en Inde, ça fait quand même partie du grand projet des routes de la soie terrestres et maritimes. La Chine est partout dans la zone, sauf en Inde. Et déjà, on l'ignore trop souvent, l'Inde est le 3e partenaire commercial de la Chine. Plutôt le contraire, la Chine est le 3e partenaire commercial de l'Inde, avec d'ailleurs un énorme déficit, comme toujours avec les Chinois. Mais elle est déjà dans la dépendance de la Chine en vérité. Une dernière question, Christophe Jaffrelot, à propos de l'enjeu écologique. Vous l'avez dit tout à l'heure, les enjeux environnementaux, écologiques au sens large, sont souvent ignorés dans les campagnes électorales. Et pourtant, ce mur écologique s'avance. Avant qu'on démarre cette émission, vous évoquiez le cas de grandes villes qui allaient se retrouver privées d'eau dans les années à venir. C'est une des choses que l'on peut anticiper, calculer la consommation d'une ville et la nappe phréatique sur laquelle elle vit, ou les barrages environnants, et on peut prévoir pour combien de temps on a encore de l'eau. Et on sait que pour une ville comme Bangalore, ça se compte en une demi-douzaine d'années. Une ville comme Bangalore qui est dans les 10 premières villes de l'Inde. La plupart des grandes villes de l'Inde souffrent déjà, mais vont souffrir encore davantage de cette pénurie d'eau, et deuxièmement, d'une pollution atmosphérique qui est particulièrement meurtrière dans le nord. La ville de Delhi étant maintenant la plus peuplée au monde, la plus polluée au monde, une des plus peuplées aussi, mais surtout la plus polluée au monde. Et là, on a de la surmortalité. Un bilan récent évoquait que plus d'1 million de personnes étaient mortes du fait de la pollution atmosphérique l'an dernier, des enfants et des vieillards. Bon, les deux sont liés. Il n'y a pas de groupe de pression écologique, donc il n'y a pas de politique publique défendant l'environnement. Et on voit que cette élection n'a pas fait de place à cet enjeu, ce qui est criminel. On va se quitter sur cette note plutôt alarmiste. Merci Romaric, merci à vous Christophe Jaffrelot d'avoir accordé cet entretien, et à bientôt sur Mediapart pour regarder toutes les autres vidéos de la collection et du journal.